Vous cherchez une auto, un camion, neuf ou usagé? Véhicule pour travailler, ne cherchez plus. Appelez-moi, Carl-Henri de Action Chevrolet Saint-Hubert au 514-777-88-98. Je vous offre le service et le financement, même si vous avez une mauvaise cote de crédit. Pas besoin de vous déplacer. Appelez dès maintenant Carl-Henri au 514-777-88-98 et... Ici Éric Giergal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec Olson Mathieu, avec Rorom Chantal Tilou, Jean-Paul Franz Voltaire et moi-même. Et puis, là, on rentre de plein pied dans le dossier d'Haïti. Il y a eu ces accusations de corruption au sein du CPT et on s'attendait à ce que le CPT, enfin ceux qui restent, enfin le Conseil présidentiel de la transition, pas ceux qui restent, mais les 7, fassent une déclaration commune qui reflète la position du Conseil présidentiel de transition, mais non, motus et bouche cousue, il n'y aura pas de déclaration. Et les membres qui sont accusés, les 3 mousquetaires, doivent se défendre par eux-mêmes, mais ils continuent à siéger, de ce que je comprends moi, avec le Conseil en tant que membre du Conseil à part entière. Et puis, j'étais le premier à dire, est-ce qu'il faut les sanctionner? Si on les sanctionne, ben le principe de l'innocence pour quelqu'un qui est accusé jusqu'à preuve du contraire ne serait pas respecté. Mais j'ai dit aussi que ces gens-là devraient, pour leur intégrité personnelle, faire quelque chose, libérer le Conseil, parce que c'est tout le Conseil qui est entaché par ces accusations, n'est-ce pas? Puisque au départ, le peuple n'a pas tellement confiance dans les hommes politiques au pouvoir en Haïti. Et je trouve ça dommage qu'on essaye au Conseil de mettre la chose sous le tapis en espérant que ça passe, et parce que bon, on ne voit pas à l'horizon des possibilités de juger, sinon l'ULCC qui essaye, mais je ne sais pas à quoi l'ULCC va arriver. Tilou Jean-Paul, qu'est-ce que tu en sais, toi? Bon, je ne sais pas à quel point ils sont. L'ULCC devait d'abord auditionner le directeur du conseil de la BNC. Il avait demandé un report. Je ne sais pas exactement à quel point c'est. Mais cette situation, pour moi, au début, évidemment, comme tout le monde, je me disais que avant même des sanctions, ces 3 membres-là auraient dû être écartés du Conseil, c'est ce que je disais. Mais il y a tellement eu de choses qui ont été dites ensuite, et le directeur du Conseil de la BNC ne serait pas exempt de tout reproche non plus. De tout blâme, ou de tout soupçon. Oui, je rapporte ce qui se dit, hein, je ne parle pas. Mais ne rapporte pas ce qui se dit, Tilou. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement d'affaires dans l'affaire que maintenant je ne peux pas avoir une position catégorique. Par contre, alors, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu comprendre que le Conseil ne prenne pas de décision, soit de mise à l'écart ou de sanction, mais que le Conseil se taise
et que c'est par l'entremise d'un contact dans le conseil qu'on apprend que le conseil ne se prononcera pas, je pense qu'encore une fois, c'est un manque de respect à la population, parce qu'une affaire aussi grave, ne serait-ce que pour dire que le conseil ne peut pas se positionner pour l'instant en attendant une enquête, il aurait fallu au moins une note de ce conseil-là. Et là, je pense qu'ils ont vraiment commis un autre faux pas, c'est de ne rien dire. Et pour moi, c'est un manque de respect carrément à la population. C'est comme s'ils ne devaient rendre de compte à personne, alors que ce n'est pas le cas. Le conseil aurait dû se prononcer et je pose. Et puis j'espère vraiment que l'ULCC et les autres instances feront en sorte que ça aille plus vite, parce que dans un cas ou dans l'autre, que ces conseillers soient vraiment coupables de ce qu'on leur reproche, que ce soit le directeur de la BNC qui ait d'autres choses le directeur du conseil de la BNC qui ait des choses à se reprocher, on ne peut pas faire comme si de rien n'était et que l'État continue de régler les affaires courantes sans qu'un mot ne soit dit sur cette affaire-là. Alors, Olson n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Oui, professeur Chantal. Écoutez, moi je pense qu'il faut en finir avec ce conseil présidentiel. Ce que je dis n'a peut-être pas beaucoup de chances d'arriver, de se produire, mais il faut s'en débarrasser. J'ai des doutes qui sont persistants sur l'intégrité de tous les membres au sein de ce conseil, pour les raisons suivantes que je vais mentionner. Premièrement, lorsque ces informations sont sorties et qui ont été données selon toute vraisemblance par le président du conseil de la BNC, M. Raoul Pierre-Louis, je pense, confirmé par son avocat, dans un pays où ce que George Orwell appelait la décence ordinaire avait encore droit de citer, la première réaction aurait dû être pour les partis et regroupements de partis politiques qui les avaient désignés d'en faire retrait, de leur demander de se mettre à côté en attendant que toute la lumière soit faite sur la question, quitte à inviter le Conseil présidentiel à adopter de nouvelles mesures pour décider d'un nouveau quorum pour le fonctionnement du Conseil. Car 9 membres, c'était pas important. D'autant que, selon un article dans le Nouvelliste d'aujourd'hui, sur le site du quotidien haïtien, a priori, le Conseil devait être composé de 5 membres. Et que c'est suite à l'intervention du CARICOM ou de la CARICOM, je ne sais pas si on dit communauté ou quoi, que ces 3 membres accusés, c'est-à-dire ces 3 entités que ces membres représentent encore, ont été invités à se faire représenter au sein du Conseil. C'est-à-dire aidés de Claude Joseph, l'ancien Premier ministre de facto par intérim, accord du 21 décembre, et également le parti de Moïse Jean-Charles, et donc ces 3 entités. Donc, ils n'étaient pas censés faire partie, ces regroupements, avant ces partis politiques. Alors, pourquoi je dis aussi que le conseil de transition doit partir? Même si ces entités qui ont désigné ces messieurs n'ont pas compris, parce que pourquoi ces entités ne les ont pas invités à se retirer, eh bien vous voyez que ces messieurs n'agissaient pas en leur nom propre. Nous avons en présence, et c'est pourquoi j'avais condamné la désignation de ces partis politiques et des acteurs qui sont à l'origine de la crise pour faire partie du Conseil présidentiel, car ce sont des acteurs intéressés qui vont préparer leur élection. Et donc des acteurs qui ont besoin d'argent. Et que probablement, ces acteurs, ces 3 conseillers n'agissaient pas en leur seul nom. Il faut se poser la question. Et donc, si ces entités n'ont pas compris la nécessité, n'ont pas la décence de les inviter à se retirer momentanément, le Conseil présidentiel, à partir de ce moment, devrait prendre une position morale, soit pour inviter ces entités à demander à leurs membres de se mettre de côté, ou bien encore pour condamner
et demander que la lumière soit faite sur cette question. Nous n'aurons pas eu cela. Et même si cela devait intervenir aujourd'hui, demain ou après-demain, ce serait tard venu. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Pourquoi des gens qui sont censés être à un niveau de dignité n'ont pas compris, n'ont pas eu la décence de se comporter comme il le faut? Moi, je pense que le Conseil dans son ensemble est composé d'individus qui ne sont pas intègres. Moi, j'ai mentionné 3 personnalités au sein de ce Conseil à la nomination du Conseil à cette émission en identifiant M. Leslie Voltaire, représentant de Famille Lavalas, M. Fritz Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale, qui représente l'accord de Montana, et enfin, M. Edgar Leblanc-Fils. J'avais commis une grave erreur, car M. Edgar Leblanc-Fils ne mérite pas cette mention dans la mesure où il s'est porté candidat pour devenir président à la place de M. Puyvert sous la bannière du PHTK de M. Michel Martelly, qui était trempé du pied, des ongles jusqu'à la tête, jusqu'aux cheveux, dans la corruption en Haïti. Que dire de M. Fridjan? Eh bien, il y a un rapport dressé par Paul Denis, qui est décédé il y a de cela quelques mois, ancien sénateur de la République, après le départ du président Jean-Bertrand Aristide en 2004, et qui a trouvé que M. Fridjan était coupable avait des choses à se reprocher. Et aujourd'hui, son comportement ambigu, son silence tendrait à démontrer, eh bien, personne ne veut se prononcer, que probablement, il y a des trafics d'influence qui sont en train d'être menés, cautionnés par peut-être, je dis peut-être, tous ses membres, et que, voilà, si on les accusait, probablement, eux-mêmes, ils mettraient des affaires à la connaissance du public. En fin de compte, M. Leslie Voltaire, je ne sais pas trop, que je sache, on n'a pas des choses que je sache, je dis bien, si quelque chose pense le contraire, on me le dira, eh bien, il n'y aurait peut-être pas des choses à se reprocher comme telles, mais je ne comprends toujours pas qu'aucune voix ne se soit prononcée. Non, c'est un conseil caduc qui n'a pas la moralité pour poursuivre cette mission. On doit revenir à une autre formule, choisir 3 personnalités qui sont issues non pas de partis politiques, mais des personnalités crédibles au-dessus de toute soupçon, ou bien peut-être aller tout simplement vers la Cour de cassation. Et je pense que Gary Coney doit aussi partir. Franz Voltaire. Bon, je crois que moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a, pour les élites politiques haïtiennes, une culture de corruption. C'est-à-dire, il y a des individus qui peuvent y échapper, il y a des individus qui le sont plus ou moins, mais ça ne m'étonne pas de ce comportement. Rappelons-nous qu'ils avaient essayé de former ces 3 individus, un bloc qu'ils appelaient indissoluble. Rappelons-nous aussi au fait que l'occupation des postes publics a toujours été, depuis ces dernières années, ça s'est accentué, l'objet de négociations, l'objet de conciliabules, plus ou moins secrets, plus ou moins ouverts, entre les différents groupements politiques. Donc, je crois que c'est Rome qui l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous allons possiblement vers des élections, ce qui suppose, dans le contexte de fonctionnement haïtien, la mobilisation de ressources. Est-ce que ces partis politiques dont leurs représentants essaient de monnayer la nomination de quelques hauts fonctionnaires, est-ce que cela relève d'une corruption individuelle? Est-ce que cela relève? Mais il aurait dû avoir des prises de position, il aurait dû avoir, si l'on veut, se démarquer de ces pratiques. Mais je pense que, et puis ça, que cette transition ne va nulle part, on reste encore dans l'entre-soi, on reste encore dans cette culture de compromission, je ne parle pas de compromis, et aussi soumis à l'international qui décide si oui ou non tel groupe fera partie de cette transition. On a voulu rassembler tout le monde, mais en espagnol on dit bolsa de gatos.
c'est-à-dire c'est un panier de crabes, comme on dirait en français, où chacun essaie de se situer par rapport individuellement ou par rapport au groupe qu'il représente. Donc là encore, ce n'est pas de bon augure pour cette transition. Et ça implique à la fois, je dirais, le Conseil présidentiel, et ça implique aussi le gouvernement. On a vu M. Kony prendre M. Maniga comme dans son cabinet, on voit les gens qui sont recyclés, et effectivement, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas des figures nouvelles qui seraient porteurs, je dirais, de ce changement ou de cette transition vers le changement. Donc là encore, on voit que chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire ces trois individus dont il y a des allégations de corruption, eh ben, c'est des pratiques courantes. Moi, ça ne m'étonne absolument pas. Et sans la dénonciation des journalistes, sans la dénonciation de la société civile, tout cela, c'est des pratiques très courantes dans le fonctionnement haïtien, dans le fonctionnement des élites politiques haïtiennes. Alors, je ferai juste un petit accro pour dire que ce scandale, c'est ça qui est bizarre, parvenu à nos oreilles, aux oreilles de la population, grâce à la dénonciation de celui qui en a été victime. Il s'agit de Monsieur Pierre-Louis, n'est-ce pas, qui en a parlé au Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas fait qu'à ses feuilles couvrir ça. Le Premier ministre a demandé une lettre publique et qui a été publiée, et on a immédiatement mise en action, mise au travail l'action publique contre ces gens-là. Mais maintenant, c'est de se demander, et puis aussi, si on a une situation comme ça avec un conseil de 9 membres, dont 7 sont des présidents effectifs, 2 autres sont dans les limbes plus ou moins, on n'en parle pas, et puis bon. Mais c'est un peu aussi beaucoup, parce que les Haïtiens ont montré toute leur incapacité à trouver une entente entre eux. Oui, on est bon pour demander le départ de l'autre qui est au pouvoir, mais lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est là qu'on voit qu'on n'était pas prêt à exercer le pouvoir. Ça, là... J'aurais une petite remarque. Je n'aime pas quand on dit les Haïtiens. Ah, mais ça, c'est mon langage, Franz. Excusez-moi. Je vais dire des Haïtiens, Franz. J'enlève. Je dis des Haïtiens. Parce que les paysans haïtiens, qu'est-ce qu'ils ont voir ça? Eh bien, à ce moment-là, vous avez ces traits dangereux. Franz, j'enlève, je dis des Haïtiens. Non, parce que les Québécois pourraient dire très bien, tous les Noirs sont comme ça. Mais non. Bon, alors, Franz, je dis des Haïtiens. Je dis des Haïtiens. Je dis des Haïtiens, pas les Haïtiens. Voilà, je suis d'accord, mais pas les Haïtiens. Bon, pas les Haïtiens. Mais il y a beaucoup de chances, Franz, qu'on ait eu à choisir d'autres. Mais ça existe partout. Non, mais d'autres Haïtiens et qui nous auraient donné les mêmes affaires. Bon, ça fait longtemps, hein, Franz. Ça veut pas dire que moi-même, au moment où on se parle là, on critique, on fait notre rôle, n'est-ce pas? On critique ce qui se passe et c'est notre devoir. Ça veut pas dire que si on était là, on ferait mieux, hein? Je n'en sais rien, mais je n'en sais rien, moi, non plus. Parce que la Maître Pierre, c'est comme les gens qui disaient, ou Duvalier, je dis, oui, mais il y a des milliers de gens qui sont morts parce qu'ils refusaient le système. Donc, on ne peut pas les mettre sur le même plan. Je veux dire, il faut toujours être nuancé parce que l'argument qu'on utilise dans le racisme, c'est d'essentialiser tous les gens. On dit, les Haïtiens, ils sont comme ça. Non, il faut faire attention parce que voilà, c'est de même. France, la prochaine fois, je ferai attention. Je dirai des Haïtiens, France. Il faut que j'apprenne, n'est-ce pas? Messieurs, on va faire la pause et je sais que Mathieu, là, tu vas pouvoir nous parler des Olympiques. Hein? À quoi ça sert de participer à des Olympiques si c'est pour revenir à l'idéal des Olympiques qui datent, hein, n'est-ce pas?
Tout à fait. Qui date. L'essentiel, c'est de participer. Ce n'est pas de gagner, mais c'est de participer. Je sais que Tilou va m'arracher la tête parce que il est partisan de participer après de gagner, en fait. Après de Parce que le projet de gagner, c'est envisageable quand même. Ah, on va faire la pause. Peut-être qu'on gagnera quelque chose. On fait la pause ici, mesdames et messieurs. On revient pour la suite dans un instant.